bonjour tout le monde. Ça va venir, on va les faire venir. Florent Marcoux, je suis le directeur général de Surfrider Foundation Europe. C'est une ONG. Ça peut paraître bizarre peut-être pour ceux qui sont là de savoir pourquoi je suis là. On va vous l'expliquer un petit peu tout à l'heure. Et Régis Boisgrin, moi je suis directeur en charge des affaires maritimes chez RTE et donc partenaire de Surfrider sur un ensemble de sujets qui nous tiennent à cœur et sur lesquels on va pouvoir revenir durant cette petite conférence. Exactement. Merci Régis tout d'abord. Merci RTE de nous donner cette opportunité de présenter un petit peu cette collaboration, ce partenariat, je pense assez intéressant, assez novateur d'ailleurs. En tout cas pour nous, Surfrider. Donc d'abord, peut-être présenter la structure Surfrider. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Donc Surfrider appartient déjà à une famille internationale. C'est né aux États-Unis en 84. Et nous, Surfrider Europe, on est né en 90 sur la côte basque, franco-espagnole. Et notre siège est basé à Biarritz. Donc on est une organisation de protection de l'océan, du littoral, mais aussi des usagers et des usages. Je pense que c'est une spécificité à garder en tête dans le panorama des ONG environnementales, c'est qu'on essaye d'avancer sur ces deux jambes-là, de la protection de l'océan, mais aussi des usages et des usagers. Ça veut dire qu'on recherche en permanence un équilibre, une harmonie du citoyen dans son environnement, et là en l'occurrence particulièrement de l'usager nautique dans l'océan. Donc on est amené à travailler sur trois grands enjeux, prioritairement. Celui des déchets aquatiques, particulièrement des déchets plastiques. Là, je pense que c'est devenu maintenant un vrai sujet sociétal, un vrai sujet médiatique, un vrai sujet politique, et tant mieux. Mais également, on travaille depuis longtemps sur les problématiques de pollution de l'eau. Donc les interactions de la pollution de l'eau avec la santé des usagers. On a longtemps travaillé, on continue à le faire et à suivre les problématiques de pollution bactériologique. Mais de plus en plus, on essaye de se projeter sur les enjeux de pollution chimique. C'est pour nous une vraie crainte. Il n'y a pas réellement de données existantes, il n'y a pas d'études épidémiologiques sur l'interaction entre la pollution chimique et la santé des usages ou des usagers. Il faut savoir, quand vous allez à l'eau, quand vous allez vous baigner, le bactério est suivi, mais le chimique, non. Voilà, donc toutes les molécules chimiques, on les retrouve et on ne sait pas à partir de quel seuil elles peuvent devenir dangereuses. Donc on lance des activités autour de ça pour lancer l'alerte, ça fait partie du rôle des ONG, d'un des rôles des ONG, et essayer de mobiliser la puissance publique pour avoir de la donnée et on l'espère aussi avoir une surveillance de ces problématiques de pollution chimique. Le troisième sujet sur lequel on intervient est celui de l'aménagement du littoral. Ça fait très longtemps qu'on l'a fait, mais de plus en plus on le fait dans son interaction avec le réchauffement climatique, en lien avec les stratégies d'adaptation ou en lien avec les stratégies d'atténuation. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça fera partie évidemment d'un des sujets clés qui nous a réunis avec RTE, donc je le détaillerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Autre élément que je voulais partager, je m'arrêterai là pour ne pas être trop long, c'est comment on travaille Surfrider. On a deux grandes familles d'activités. On a une activité un peu plus militante, un peu plus activiste. Celle-ci, elle s'appuie sur notre réseau de bénévoles. On a 50 équipes bénévoles dans 12 pays européens aujourd'hui qui sont sur le terrain. Elles constatent les pollutions, elles constatent les risques et elles essayent d'agir avec notre soutien, le soutien du siège, pour apporter une solution. Alors ça peut passer évidemment d'abord par du dialogue, essayer de trouver la source de la pollution, discuter avec l'entreprise ou la collectivité locale ou même le particulier qui en est responsable et d'apporter une solution. Mais ça peut évidemment prendre des formes un peu plus militantes ou activistes, de mobilisation, de pétition, de manifestation, et y compris on peut aller jusqu'à attaquer en justice. J'ai des juristes et on se porte par exemple systématiquement partie civile quand il y a des dégazages sauvages, quand il y a des pollutions liées au transport maritime. Voilà. Ça, c'est la partie, on va dire, de faire en sorte d'apporter des solutions aux atteintes à l'environnement qui aujourd'hui sont déjà présentes. Mais on a une grosse partie de notre activité qui est ce qu'on appelle l'influence. Comment on influe sur notre société pour qu'elle évolue dans le bon sens, évidemment, et qu'il y ait moins, demain, d'atteintes à l'environnement. Et là, on va interagir avec les trois grandes parties prenantes de toute société. La puissance publique, les autorités, faire en sorte que les cadres réglementaires évoluent, qu'ils soient de plus en plus, parfois contraignants, pour qu'il y ait de moins en moins d'atteintes à l'environnement. Bien entendu, le citoyen. On est tous, moi y compris, des pollueurs. Il faut qu'on arrive à changer nos comportements du quotidien, nos pratiques d'achat, pourquoi pas nos pratiques de vote aussi, mais en tout cas faire en sorte qu'on ait un impact plus positif et en tout cas clairement moins négatif sur l'environnement en général et sur l'environnement océanique en ce qui nous concerne. Mais également travailler avec les entreprises. Voilà. C'est vrai que les ONG, on les connaît dans leur rôle de dénonciation. Ça fait partie de notre rôle, je pense, dans une société. On l'a aussi à Surfrider, on va dénoncer des pratiques
qui nous paraissent néfastes, voire des filières ou des entreprises qui ont des pratiques industrielles qui nous paraissent dangereuses. Donc on sait faire ça et on le fait. Mais on estime réellement avoir un rôle, et plus qu'un rôle, une responsabilité aussi, d'accompagner la transition, d'accompagner la transformation de certaines entreprises, de certaines filières. Parce que c'est bien beau de dénoncer, mais il y a un moment, on a besoin des entreprises, on a besoin de ce qu'elles apportent. Et il faut reconnaître que la transformation n'est pas simple. Donc on estime avoir, encore une fois, un rôle, mais aussi une responsabilité. Et la troisième façon d'interagir avec le secteur marchand ou les entreprises, c'est, là aussi, penser qu'on a un rôle et une responsabilité dans l'émergence de nouveaux business, l'émergence de nouveaux emplois. À partir du moment où on se dit capable et on se pense légitime pour dénoncer des filières, derrière, ce sont des êtres humains, des citoyens comme vous et moi qui ont un job. Donc c'est important aussi de faire émerger les nouveaux emplois de demain. Voilà. Donc bien sûr, on reviendra tout à l'heure sur l'expérimentation, ou en tout cas plus qu'une expérimentation, la collaboration, la coopération qu'on a avec RTE dans ce type d'accompagnement à la transformation et d'apprentissage commun. J'espère pas avoir été trop long, je vais regarder un peu ma montre. Régis ? Non, c'est parfait. Alors peut-être quelques mots sur RTE. RTE, c'est le réseau de transport d'électricité. C'est une entreprise de service public qui est chargée en fait de la gestion du système électrique, donc d'assurer l'équilibre entre production et consommation d'électricité. Et on gère également une infrastructure industrielle qui se compose essentiellement de postes électriques et de lignes électriques. Alors la feuille de route énergétique de la France prévoit une forte croissance de la part des énergies renouvelables. Et dans les énergies renouvelables, il y a l'éolien offshore. Et par ailleurs, les pouvoirs publics ont confié à RTE l'intégralité de la réalisation des ouvrages de raccordement de cette production offshore. Alors qu'est-ce que sont ces ouvrages de raccordement ? En fait, il y a une partie qui est terrestre, c'est les postes électriques à terre et puis les liaisons souterraines. Et puis il y a une partie maritime avec des câbles sous-marins et des plateformes en mer qui sont en fait des postes électriques qui sont sur des plateformes en mer. Et donc en fait, nous, on traverse à la fois la mer, le littoral, on est sur la terre. Et donc on a une forme de continuité terre-mer qu'il faut organiser sur le plan industriel, mais qu'il faut aussi organiser sur le plan des co-usages, sur le plan aussi de la prévention des risques, de la prévention de la protection de la biodiversité. Et c'est un enjeu important pour nous parce qu'on est à la fois opérateur industriel. RTE accompagne l'ensemble des projets offshore sur le territoire français. Donc aujourd'hui, on a un portefeuille de 16 projets. On est présent sur les différentes façades maritimes françaises avec leurs spécificités. Et on a devant nous, avec l'accélération liée à la stratégie de neutralité carbone, probablement une très forte croissance du nombre de projets offshore qui vont venir dans les prochaines années. Donc il faut qu'on s'organise industriellement. Pour ça, on a un programme d'investissement qui est assez clair. Aujourd'hui, on a 8 milliards d'euros pour raccorder 10 gigawatts de puissance éolienne offshore à l'horizon 2035. Probablement que ces chiffres vont être revus à la hausse à l'occasion de la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui sera réalisée fin 2023, début 2024. Donc ça, c'est le volet industriel. Mais en même temps, comme on est opérateur de services publics et comme finalement on accompagne ces projets de bout en bout, puisqu'on est présent au moment du choix des zones maritimes où on va mettre les parcs. Ensuite, on est présent pour accompagner les porteurs de projets et réaliser le raccordement des parcs offshore. Et puis après, on assure l'exploitation, la maintenance, le maintien en condition opérationnelle des ouvrages de raccordement sur plusieurs dizaines d'années. Pour pouvoir faire ça en étant accepté, il faut qu'on ait également une posture d'aménageur durable sur les espaces terrestres, littoraux et maritimes. Et là-dessus, on est très modeste. On a une expérience de plusieurs dizaines d'années sur l'environnement terrestre. Donc ça va. L'environnement maritime, finalement, on le côtoie depuis seulement quelques années. Et donc c'est important pour nous d'aller vers des acteurs, des associations, des partenaires qui connaissent ce milieu maritime, qui connaissent ces enjeux et donc qui peuvent nous aider à ne pas faire d'erreurs et à concilier à la fois transition énergétique, préservation, protection de l'environnement maritime, connaissance aussi de la biodiversité marine, qui est en fait quelque chose d'assez peu connu. Et donc de ce point de vue, Surfrider est un des partenaires, pas le seul, mais en tout cas un des partenaires privilégiés
avec lequel on améliore notre connaissance de l'environnement maritime et on essaye de réaliser notre activité industrielle de la manière la plus respectueuse possible avec les autres usagers du maritime. Alors, peut-être comme deuxième sujet qu'on souhaitait aborder ensemble, en tout cas en ce qui me concerne, déjà c'est comment Surfrider en est arrivé à travailler sur ces enjeux de parc éolien, de raccordement, et donc de discuter avec RTE. Il faut remonter un petit peu en arrière pour ça. D'abord, j'ai tout à l'heure évoqué notre travail sur l'aménagement du littoral. Alors Surfrider, d'une façon générale, on essaye, je dis bien on essaye, c'est pas toujours possible, mais de ne pas être trop dogmatique et d'être assez pragmatique dans notre approche, dans nos positionnements. Sur l'aménagement du littoral, historiquement, il faut reconnaître qu'on était un peu dogmatique. C'était simple, on était contre. Donc on s'opposait à tout projet d'aménagement du littoral parce que forcément il y avait des interactions négatives sur les écosystèmes, la biodiversité, les usages ou les usagers. Mais avec le réchauffement climatique et toutes les stratégies, je disais tout à l'heure, d'adaptation, d'atténuation, nos côtes commencent à être bouleversées et ça va s'accélérer. Et on ne peut pas s'opposer à ça dogmatiquement, ça n'a pas de sens. Et le premier exemple est venu, je dirais, début des années 2010, je crois que c'était 2012, si ma mémoire est bonne, 2012-2013, avec le premier projet d'éolien, de parc éolien offshore à Saint-Brieuc. Je sais qu'il y a des experts ici, donc vous me corrigerez si je dis de bêtises, mais c'était à peu près ça. Et notre équipe bénévole du coin a réussi à s'inviter à la table de discussion, du débat public, et s'est opposé à ce projet-là. Parce qu'il y avait des risques sur la sédimentologie, des risques sur la houle, parce que c'était face à un spot de surf. Alors nous, c'est revenu à nous, au siège, et puis on s'est dit, mais c'est pas possible, ça fait 20 ans qu'on s'oppose aux fossiles, qu'on demande à la sortie du fossile, à cette transition énergétique, on ne peut pas aussi s'opposer à des projets d'énergie renouvelable. Par contre, effectivement, l'idée est de ne pas faire n'importe où, n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui, bien évidemment, quoi. Mais voilà, ça nous a challengé comme ça, on a été obligé de réfléchir, et on a construit un positionnement qui est favorable, évidemment, au développement du renouvelable, y compris des énergies marines renouvelables, même si ça peut avoir des impacts sur notre communauté, leurs usages, etc. Donc, en fait, la solution pour nous était de développer le dialogue, de développer la concertation, de faire en sorte que notre communauté, nos usages soient pris en compte dans les discussions pour qu'on trouve voilà, les moins mauvais projets ou les meilleurs projets à mettre en place. On a commencé à étudier ce qui se faisait, ce qui se passait. On a été voir à Noirmoutier, au Tréport, voilà, écouter les différentes parties prenantes, essayer de comprendre des bonnes pratiques ou des moins bonnes pratiques. On s'est fait un petit peu de notre doctrine là-dessus. On a d'ailleurs un guide à cet effet, autour des enjeux de la concertation. Mais en tout cas, plus on a creusé, plus on s'est rendu compte qu'il fallait être très humble, parce que c'est très compliqué, et je pense qu'il y en a ici qui le savent bien, voilà, mais qu'il y avait quand même un cadre réglementaire institutionnel, pour moi, qui est inopérant. On est assez critique à ce niveau-là, notamment parce que on commence à concerter quand il y a un projet qui est défini, ça veut dire quand la décision est prise, donc ça pose bien quand même un problème, puisque on pourrait tomber dans la manipulation participative, plus que de la vraie participation. Bon voilà, mais en tout cas, c'est pas simple, c'est vrai. Et donc l'idée était de renforcer notre capacité aussi à dialoguer, à contribuer, je dirais, de façon éclairée aussi à ce débat-là, qui est très technique, et nous, on n'avait pas cette technicité non plus. Voilà, et c'est comme ça qu'est venue notre volonté de discuter avec des professionnels du secteur. Bien sûr, ça peut être aussi des collectivités, des porteurs de projets, mais aussi des acteurs comme RTE. Et quand RTE est, je crois, venu nous voir, où il y a eu une rencontre fortuite, mais en tout cas, on a commencé à discuter autour de ça, on a bien vu qu'on avait envie d'avancer ensemble, qu'on était finalement confrontés aux mêmes problématiques, celle de ce dialogue, celle de cette acceptabilité sociale. J'aime pas trop ce terme-là, mais enfin, il est bien connu maintenant. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à définir les contours d'un partenariat, d'une collaboration qu'on pourra détailler un petit peu plus profondément juste après. Voilà, c'est comme ça qu'on en est arrivé, en tout cas, à interagir avec des acteurs de la transition énergétique. Oui, en fait, les deux, on a commencé par se croiser sur des enjeux de concertation. Alors, je rebondirai sur ce que tu as dit. Ça a quand même évolué. Aujourd'hui, on fait les choses dans le bon sens, c'est-à-dire que maintenant, on commence par faire un débat public pour essayer d'identifier la meilleure zone maritime. Ensuite, on choisit une solution de raccordement et ensuite, on choisit le lauréat. Voilà. Donc, ça permet quand même de donner et de stabiliser
l'environnement dans lequel va se réaliser le projet, normalement, dans de bonnes conditions. Et ça change par rapport à précédemment les projets que tu évoquais, les premiers projets où en fait le débat public se déroulait. On avait déjà la zone maritime et le lauréat et la manière dont le parc allait être réalisé. Donc c'est vrai qu'en termes d'amélioration du projet et d'appropriation du projet, ce n'étaient pas tout à fait les mêmes options qui étaient possibles. Donc ça, au moins, on est reparti dans le bon sens. Et c'est vrai qu'au-delà du fait de prendre en jeu, dans le cadre de la concertation, finalement, ce qui se passe en termes d'usage, en termes d'impact, et de pouvoir avoir une expression de l'ensemble des parties prenantes, on s'est aussi retrouvé sur des enjeux un peu plus généraux liés au développement des énergies marines renouvelables. Par exemple, nous, on est venu présenter un peu l'état, notre vision sur en 2050, qu'est-ce qu'il faut faire quelles sont les trajectoires possibles pour arriver à une neutralité carbone. Donc, notamment, on sait que ça veut dire beaucoup d'énergie renouvelable et notamment pas mal d'énergie marine. Et puis après, on a posé la question de la coexistence des usages. Et je pense qu'on est d'accord sur ce point, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à avoir une planification spatiale, maritime, qui organise la coexistence des usages ou la répartition des usages, d'ailleurs selon les cas, on va avoir du mal à avancer pour avoir des projets qui avancent et qui sont au rendez-vous de 2050, parce que 2050, c'est quand même assez tôt. Ça peut paraître loin, mais sur des projets industriels de cette envergure, il faut les lancer assez vite si on veut tenir une trajectoire de neutralité carbone en 2050. Et donc ces enjeux de planification, ce qui est intéressant, c'est que Surfrider est une association qui est légitime au niveau des territoires, parce que d'abord, ils surfent sur les façades, donc on les voit, mais ils sont aussi membres des comités maritimes de façade, donc ils peuvent peser et porter un certain nombre d'enjeux dans les débats au niveau des territoires. Ils sont évidemment représentatifs au niveau national, un certain nombre d'instances, par exemple l'Office français de la biodiversité, je ne vais pas tous les citer, mais c'est une ONG reconnue dans un certain nombre d'instances nationales, mais également au niveau européen. Or, les enjeux de planification, ils se jouent aussi au niveau européen, parce qu'il faut aussi qu'on arrive probablement à mieux partager les données qu'on peut capter entre États membres lorsqu'on fait des études d'impact sur tel ou tel type de fonds. Il faut aussi probablement qu'on partage sur nos méthodes et qu'on arrive à avoir des méthodes un peu normalisées sur les études d'impact environnemental et puis les mesures de compensation, de réduction, d'évitement qu'on peut mettre en place pour préserver ou en tout cas générer des impacts les plus faibles possibles sur les fonds et les environnements marins. Et là-dessus, Surfrider nous aide à comprendre ces enjeux et lorsqu'on partage sur ces enjeux, peut aussi nous aider à les porter à ces trois niveaux, européen, national et territorial. Oui, je te rassure, je suis d'accord avec toi que ça a évolué dans la façon de mener maintenant la concertation, notamment au niveau, j'ai envie de dire, des industriels et des entreprises. Ma critique était plus tournée vers les processus et les cadres réglementaires et vers les porteurs de projets où je pense qu'on est encore trop, et là-dessus, pour l'instant, je trouve que ça n'a pas suffisamment avancé, on est encore trop sur l'aval, c'est-à-dire qu'on a une concertation qui consiste à essayer de minimiser les renoncements. Mais on ne fait pas participer le citoyen sur les choix, et c'est des choix de société, c'est des choix globaux, c'est bien en amont. Ça peut être à un niveau territorial, hein. On s'est rendu compte de façon un peu empirique que les territoires qui sont TEPOS, territoires à énergie positive, il y a un peu moins d'opposition à ce type de... donc c'est des territoires dans lesquels les citoyens ont été intégrés à la définition d'une stratégie, la stratégie énergétique de ce territoire, etc. Donc, merci Régis pour tout ce que tu as dit sur Surfrider. Je tiens à dire que nous, on apprend aussi beaucoup de ce partenariat-là. Donc, on a l'impression que Surfrider vient apporter RTE, je l'espère, et tant mieux, mais l'inverse est vraiment vrai. Je trouve qu'on a peu de partenariats comme ça à Surfrider. C'est ce que j'appellerais un partenariat 360 degrés, finalement. Hein. C'est-à-dire qu'on a trois composantes. On a une composante plus corporate, où on va interagir des cadres de chez moi, des experts de chez moi, avec aussi les experts de RTE pour
apprendre à se connaître, apprendre nos propres enjeux, nos propres contraintes, nos propres stratégies, partager des informations sur le cadre réglementaire en cours, à venir, les directives peut-être européennes, l'agenda politique européen ou national. Et ça, c'est clé. C'est vrai qu'on apprend énormément de ça. Parce que, oui, on a une certaine expertise, au moins empirique, et puis parfois un peu plus, sur certains sujets, mais sur les enjeux énergétiques, non. Donc c'est important pour nous aussi de découvrir, de comprendre vos propres contraintes et d'être en capacité ensuite de les relayer dans notre communauté, dans notre réseau. Donc on a cet axe-là. On a un deuxième axe qui est plutôt tourné vers les salariés de RTE et comment ensemble on les fait peut-être grandir dans leur compréhension des enjeux justement marins, océaniques, pas que biodiversité ou écosystème, mais là aussi usage-usager. Et notamment, on a un programme qui nous amène régulièrement avec une partie du staff de RTE. On va sur le terrain, on va faire des collectes de déchets. Alors, il faut le savoir, les collectes de déchets, c'est pas tant pour nettoyer. Bon, ça nettoie toujours un peu, c'est pas plus mal. Hein. Mais l'idée est surtout de sensibiliser, de prendre conscience. Voilà, de prendre conscience de ce qu'il y a, de réaliser, de prendre conscience de son rôle individuel là-dedans. Je prends toujours cet exemple-là. Il y a toujours quelqu'un à la fin d'une collecte de déchets, généralement, qui va dire mais pourquoi il y a autant de bâtons de sucette sur cette plage? Et non, ce n'est pas des bâtons de sucette, c'est des cotons-tiges généralement, des cotons-tiges qui viennent de l'amont, qui sont jetés dans les toilettes et qui finissent dans l'océan. Pas tous, parce qu'il y a des grilles qui sont mises en place dans les stations d'épuration, mais qui ne peuvent pas tout arrêter non plus. Voilà, donc elles voient qu'elles ont dans leur propre comportement du quotidien une action et des choses à changer. Donc on a ce deuxième axe autour des salariés, mais on a aussi cet axe, évidemment, tu l'as expliqué tout à l'heure, Régis, plutôt vers les bénéficiaires de ces projets de transition énergétique et de parcs éoliens, par exemple. Et donc on va essayer ensemble de participer au débat, à la concertation. Et donc on l'a fait en essayant de mobiliser notre propre communauté, nos bénévoles. On l'a fait en Bretagne, on l'a fait à Oléron, on l'a fait en Méditerranée, on continue à le faire. On l'a fait y compris sur les intercos, parce qu'on a compris grâce à vous l'importance des interconnexions dans cette transition énergétique. Alors, moi j'ai découvert ça complètement, hein, voilà. Et il y en a notamment une qui va relier la France et l'Espagne, dont on a notre siège à Biarritz. Alors autant vous dire que notre zone d'influence là peut être impactée par cette interconnexion. Donc c'était important qu'on découvre ça et qu'on puisse aussi essayer de contribuer au débat. Voilà. Donc c'est vraiment un partenariat, comme je le dis, 360 degrés, qui nous apprend mutuellement, je pense. Ça nous permet de grandir ensemble. Et puis on a des choses au-delà de ça qui sont très intéressantes. RTE est venu, comme tu le disais, venir présenter à tout notre staff votre vision de la transition énergétique à l'horizon 2050. Donc c'est bien d'avoir cette expertise-là qu'on n'a pas et de la partager. Vous nous avez donné l'opportunité aussi de contribuer à une réflexion, comme un brainstorming sur les externalités positives. Hein, c'est comme ça qu'on dit autour des, comment vous appelez ça, les stations en mer là, qui vont... Ouais, les plateformes multi-usages. Voilà, exactement, multi-usages. Donc c'était intéressant de faire ça aussi. Nous, on vous a sollicité pour vous nous challengiez sur notre plan stratégique, hein, parce que c'est bien aussi d'avoir l'avis de nos partenaires sur ce qu'on fait, sur les perspectives, sur ce qu'on veut. Voilà. Donc c'est un partenariat, je pense, très novateur. Ça fait plus de 3 ans qu'on est ensemble, 3-4 ans. Et voilà, on en est vraiment très, très, très satisfait. Oui, nous aussi. Alors nous, on dit partenariat stratégique, on ne dit pas partenariat 360, mais ça revient au même, ça couvre différents champs. Moi, il y a 2 choses, je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit, parce que en miroir, c'est la même chose. Moi, j'ai été frappé en fait de l'impact qu'a pu avoir l'opération de suppression des plastiques à usage unique lorsqu'on a changé dans nos bâtiments. On a eu beaucoup de déménagements à faire dans les dernières années à RTE. On a notamment changé notre siège national. Et à cette occasion, Surfrider nous a accompagnés pour supprimer tous les plastiques à usage unique et aller vers finalement l'utilisation de gourdes réutilisables, de fontaines à eau sans... Et ça, du coup, ça a un vrai impact parce qu'on a 8500 salariés, on en a plus de 3000 au siège. Et donc, ça permet réellement de faire évoluer les perceptions sur finalement le plastique, ses conséquences, sa pollution. Et donc ça, c'est très important en termes de switch au niveau des salariés citoyens, on va dire de RTE. À l'inverse, évidemment, on essaye d'accompagner les initiatives Océane. Donc c'est ce que tu disais, les collectes de déchets. Et je crois qu'il y en a une qui est programmée prochainement pour le séminaire de nos assistantes.
auquel j'essaierai de passer d'ailleurs. Voilà, donc il y a ça. Et le second point, c'est, alors tu utilises un terme anglais, donc je vais essayer de le franciser, c'est la critique amicale. C'est-à-dire que ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on peut venir, on se dit voilà un peu comment on voit le projet, voilà un peu les enjeux. Ah, attention, là, il ne faut pas faire comme ça, ou là, faites attention à cet aspect-là, essayez de retravailler votre projet. Et c'est très important, notamment sur les choix des sites d'atterrage. Parce que, comme je le disais, nous, dans nos projets, on fait du terrestre, du maritime, et puis sur les plages, sur les sites ce qu'on appelle nous les sites d'atterrage, qui sont sur l'estran, il faut qu'on installe une sorte de gros domino. On appelle ça une chambre de jonction qui permet en fait de relier les câbles sous-marins avec les câbles terrestres. Et donc là, on est vraiment sur des impacts littoraux qui peuvent être très spécifiques et sur lesquels, je le disais, aujourd'hui on a très peu d'expérience, puisque ça fait pas très longtemps qu'on se développe sur le maritime, et où c'est très précieux d'avoir le regard de personnes qui connaissent la manière dont finalement fonctionnent ces littoraux, les usages, la manière de procéder. Donc ça nous aide réellement et dans un bon esprit en tout cas à améliorer la définition du projet sur ces éléments-là. Voilà, donc moi aussi je suis très satisfait de notre partenariat. Je pense qu'on va le renouveler et puis on va continuer sur ces différents axes. Donc un partenariat 360, un partenariat stratégique qui en tout cas nous donne toute satisfaction et surtout nous donne l'impression vraiment de permettre d'améliorer les projets et dans un sens d'une meilleure acceptation, mais aussi d'une meilleure cohabitation avec les différents usages et les différents usagers du littoral et de la mer. Merci, je pense qu'on a peut-être le temps d'une ou deux questions, s'il y en a, sinon ça sera de façon informelle après. Ah, une question. Oui, bonjour, merci de vos interventions très, très intéressantes. Donc une question concernant vos activités, enfin votre accompagnement de RTE. Donc j'ai bien compris qu'il y avait toute la phase de concertation, sensibilisation. Quelle est votre action par rapport à l'utilisation des données environnementales? C'est-à-dire que pour faire la sensibilisation, par rapport à la pose par exemple de la jonction, ça veut dire qu'en amont vous vous basez sur des données environnementales. Est-ce que c'est votre association qui collecte les données? Est-ce que vous vous articulez avec d'autres associations? Voilà, ça se passe comment? Merci. Je pense qu'il y aura plusieurs éléments de réponse, mais d'abord nous on va mobiliser notre équipe bénévole la plus proche du lieu où va s'implanter le projet. Parce que c'est eux qui vont connaître leur territoire et c'est eux qui vont être en capacité d'apporter des éléments d'analyse contextuelle spécifiques. Je ne veux pas parler à la place de RTE, mais toutes les études environnementales poussées, elles sont menées par RTE et les industriels qui vont s'appuyer sur des experts qui vont apporter toutes ces connaissances. Là, on va, nous, peut-être apporter une plus-value, c'est la connaissance des usages, justement, qu'il y a sur cette zone-là. Des usagers, des usages, des pratiques, de l'impact que ça peut avoir sur ces usages selon l'emplacement de l'atterrage ou de tel ou tel... et le moment aussi où ça se fait. Voilà, donc c'est une multitude, finalement, de données qui arrivent à RTE, techniques, environnementales, et puis nous, on essaye de compléter ça par notre connaissance du territoire. Quand on a cette connaissance du territoire, on ne l'a pas tout le temps. Peut-être, Régis, tu voulais apporter ou Oui, en fait, c'est nous qui faisons les études environnementales. Donc, on fait des études initiales. Après, en fonction de ce qu'on constate en termes d'environnement et de l'impact potentiel des travaux qu'on fait, donc on prépare un dossier d'évitement, de réduction, de compensation et de suivi des impacts. Et puis après, on n'est pas seul décideur. C'est-à-dire que ces éléments-là, ils sont joints à nos demandes d'autorisation et c'est l'autorité environnementale qui nous dit si ça lui paraît suffisant ou pas et s'il faut revoir un certain nombre de mesures. Mais c'est vrai que comme on souhaite obtenir si possible nos autorisations du premier coup,
À la fois on fait des études environnementales, mais on prend aussi, et c'est important pour nous, parce que ça apporte des éléments complémentaires, on prend le pouls des usagers, des gens qui sont sur ces territoires et qui les pratiquent depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Parce que ça permet soit d'intégrer les éléments importants tout de suite, soit d'avoir des éléments complémentaires, ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y a certains moments où les travaux ne sont pas propices parce qu'il y a une forte activité nautique ou je ne sais pas quoi. En fonction des usages, on ne va pas forcément prendre les mêmes mesures de protection pour assurer la sécurité maritime et la sécurité des autres usages. Voilà, donc ces éléments sont aussi importants indépendamment ou en complément de la mesure des impacts environnementaux et de leur minimisation. Je vous propose peut-être, si vous avez d'autres questions, de poursuivre un peu en off, parce que je crois que les pitchs s'enchaînent, il me semble. Donc je ne voudrais pas qu'on rogne sur... Oui, il y a des gens qui attendent. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc merci beaucoup en tout cas, et à votre disposition Merci. si vous souhaitez plus d'informations.